le danger que représentait l'affaire de Cuba s'est éloigné, il n'en est pas moins net que la mission de M. Tante, secrétaire général de l'ONU, s'est réduite à des entretiens plutôt qu'à un contrôle effectif du démantèlement des bases de missiles soviétiques. Sur ces entrefaites, un voyage surprise à la Havane via New York de M. Mikoyan, le second de M. Khrouchtchev, est de nature à consolider l'impression de détente. M. Mikoyan avait, semble-t-il, pour mission de calmer Castro mécontent et en même temps d'apaiser les Américains. Fidèle à la tradition comme elle sait l'être, la Grande-Bretagne avait sorti ce jour-là le carrosse royal, la couronne et quelques chapeaux melons. La reine et le prince Philippe se dirigeaient vers le Parlement avec tout l'apparat sans lequel l'ouverture de la session annuelle ne serait pas ce qu'elle est. Cette année cependant, les chevaux de la reine ont introduit à la fois de l'inédit et du suspense dans ce cortège réputé classique. On a pu croire un instant qu'ils allaient refuser à la souveraine l'entrée du Parlement. On n'avait jamais vu ça. Si l'on ajoute à cette manifestation de non-alignement le refus tout net de participation opposé par l'un des chevaux à son cavalier, une question se pose. Faudra-t-il désormais composer jusque dans les écuries royales avec l'opposition de Sa Majesté ? Nul aujourd'hui ne songe à prendre la route sans assurance. Le ferait-il ? Qu'on ne manquerait pas, chemin faisant, de le lui rappeler. Pensez aussi en vous engageant sur les routes de la vie que le BCG est à sa manière une assurance sur la vie, mieux, une assurance de vie. C'est ce que la nouvelle campagne contre la tuberculose entend vous rappeler. Le professeur Bernard l'a officiellement ouverte en remettant au directeur général de la santé publique le timbre qui donnera de nouvelles armes contre ce fléau, hélas encore vivace, mais vis-à-vis duquel on peut aujourd'hui se prémunir efficacement. Le verdict de Liège met toutes les consciences en alerte. Voici quelques mois, la police belge annonçait 5 arrestations. La prison Saint-Léonard s'ouvrait pour une femme, Madame Van de Putte, son mari, sa mère et sa sœur, plus le docteur Casters, sous l'accusation d'avoir tué un enfant né difforme. Dans la maison des Van de Putte, on s'était pourtant réjoui de la naissance prochaine. Mais la future maman dut prendre un tranquillisant. Le docteur Casters lui conseilla le Softenon, ce produit considéré comme le véritable responsable du drame. Le bébé naquit anormal. Alors, avec l'assistance du docteur Casters, la famille Van de Putte crut devoir supprimer l'enfant pour lui épargner une vie de douleur. Et les pouvoirs publics, devant ce cas dramatique, interdirent le médicament à qui, dit-on, l'on doit à travers le monde 7254 naissances d'anormaux. 7254 bébés nés monstrueux. Comment concevoir un drame aussi pathétique? Aussi, le procès de Liège, ce procès de l'euthanasie intéresse-t-il toutes les consciences? C'est pourquoi les assises de Liège ont attiré une assistance record. Le dossier du Softenon a drainé, venus du monde entier, plus de 150 journalistes et reporters. Les accusés, emprisonnés depuis 5 mois, ont pris place dans leur box encadrée de gendarmes. Les malheureux parents accusés d'assassinat, la mère et la sœur de Madame Van de Putte, enfin le docteur Casters. Mais est-ce bien un assassinat que la loi doit juger? Et c'est là le problème. Le père et la mère étaient-ils en droit de prendre une telle décision? Le docteur Casters et la mère de Madame Van de Putte d'y consentir et d'y prêter la main. Les jurés ont bien plus qu'une cause à juger, car c'est dans toute son ampleur le problème le plus dramatique de la conscience humaine. La mort de Madame Gabrielle Flammarion, que les astronomes du monde entier avaient surnommée la compagne des étoiles, n'a sans doute pas eu dans le public un grand retentissement. Elle ramène toutefois l'attention sur un nom aujourd'hui familier. Dans le jardin de l'observatoire de Juvisy, où repose son mari et où, chaque année, à l'anniversaire de sa mort, elle conduisait le cortège de ses fidèles amis, elle reposera à son tour à l'ombre de cette maison où elle fut la compagne et la collaboratrice du grand homme. C'est là, en effet, qu'en 1883, Camille Flammarion fonda cet observatoire où il devait, jusqu'à sa mort survenue en 1925, accomplir l'œuvre immense de savant et de vulgarisateur de génie qui mit l'astronomie à la portée de tout le monde. Tout ce temps,
Gabrielle Flammarion ne fut pas que la compagne de tous les jours. Elle collabora à ces travaux nombreux et divers qui devaient assurer la célébrité de son mari. Après sa mort, elle continua une œuvre qui a, peut-on dire, ouvert les arcanes du ciel aux écoliers. Tout, depuis 1925, est resté comme l'a laissé Camille Flammarion. Dans cet ancien relais de poste où Napoléon apprit en 1814 l'entrée des Alliés à Paris, tout rappelle encore cette vie de recherche. Ici, où est né en partie le roman de l'astronautique, s'achève aujourd'hui un chapitre de la grande encyclopédie des sciences. L'arrivée de 2 premiers minéraliers de 32 000 tonnes dans le nouveau bassin du port de Dunkerque va nous obliger à réviser nos cours de géographie. Le plus puissant ensemble sidérurgique français se trouve aujourd'hui implanté au bord de la mer. C'est l'aboutissement d'une conquête des sables entreprise en 1960. 500 hectares ont été ici gagnés à l'industrie lourde. Amené d'outre-mer au pied même de l'usine sidérurgique, édifiée à l'abri d'une digue de 7 km, le minerai passe presque sans interruption au parc de stockage et de là aux hauts fourneaux. Deux hauts fourneaux ultramodernes et de grande capacité. L'acierie, 3 fois la superficie de Saint-Pierre-de-Rome, permettra à Usinor de produire dans un an 1 500 000 tonnes d'acier. D'ores et déjà, les premières tôles fortes ont été laminées. Ces tôles fortes, dont l'industrie française devait jusqu'ici importer un tonnage important. Dunkerque, une nouvelle capitale de l'industrie lourde. La technique a ses passionnés. Ainsi s'explique que chaque jour, tout un peuple dont l'âge varie de 10 à 70 ans se presse au Palais de la Découverte à Paris pour regarder passer des trains. Il faut dire que le spectacle en vaut la peine. Sur 40 mètres, quelques 150 locomotives et 800 wagons, modèle réduit, évoluent à travers un décor si minutieusement fidèle à la réalité que l'illusion est parfaite. Un aimable chef de gare préside aux évolutions complexes des 14 trains qui circulent ensemble. Tels sont les prestiges de la technique. Il y aura toujours des foules pour s'émerveiller devant sa perfection, même en réduction. Décidément, les footballeurs français n'ont guère de suite dans les idées. Ainsi, les Rémois en maillot foncé soumettent leurs supporters au système de la douche écossaise. Très brillants devant le stade français quelques jours plus tôt, ici, face aux Niçois, ils reçoivent une leçon d'opportunisme et d'efficacité. À Nice, les joueurs ne s'embarrassent guère de fioritures, ils utilisent les longues ouvertures en avant. Regardez cette phase de jeu. Trois relais de balles, et voilà comment on marque un but. Tout cela, c'est moins classique, mais là, vraiment, les défenseurs rémois ont l'air de pantins maladroits. Et le second but niçois n'est pas volé le moins du monde. Et quand les choses ne vont pas, il n'y a plus qu'à baisser les bras, c'est à peu près ce que font les Rémois qui ont rarement aussi mal joué, et comme les Niçois, eux, jouent bien, c'est un troisième but que va encaisser Reims. Il s'agit certes d'un accident pour les Rémois, mais à la veille de leur match de Coupe d'Europe contre l'Austria de Vienne, c'est tout de même un peu inquiétant, montant de l'addition 4-0. La France va voter. Devant les mairies, les panneaux et les affiches réaniment aux yeux des électeurs un décor désormais classique. Avant la confrontation politique, le général de Gaulle avait tiré les conclusions du référendum. La loi constitutionnelle, telle qu'elle a été votée, fait que dorénavant, le peuple français élira son président au suffrage universel. Ainsi, devra demeurer cet élément capital de permanence et de solidité que comportent nos institutions, je veux dire
la présence au sommet de la République d'une tête qui puisse en être une. Mais voici qu'en votant oui, la nation vient de dégager une large majorité de rénovation politique. Je dis qu'il est tout à fait nécessaire, pour que dure la démocratie, que cette majorité s'affermisse et s'agrandisse, et d'abord qu'elle s'établisse au Parlement. Et en ce jour du 11 novembre, le général de Gaulle, accompagné du Premier ministre, est allé s'incliner sur la tombe de l'inconnu, qui représente pour les Français le centre même de la patrie, le lien essentiel, le symbole de leur unité devant tous les périls et tous les problèmes. Celle qui fut la compagne attentive du président Franklin Roosevelt s'est éteinte à l'âge de 78 ans. Compagne attentive, elle l'avait été durant les 12 ans où elle fut la première dame des États-Unis. Après la mort du président, elle avait poursuivi une intense action sociale et culturelle à travers le monde. Fidèle à la mémoire de son mari, c'est elle qui accueillait les autres illustres venus s'incliner sur la tombe du président. C'est à un rythme de plusieurs milliers par jour que se succèdent les engagements dans l'armée indienne pour répondre à l'agression chinoise qui, commencée voici quelques semaines, semble prendre de jour en jour plus d'importance. On parle en effet de 13 divisions chinoises massées au Tibet et prêtes à intervenir. Des manifestations anti-chinoises se succèdent à New Delhi, où tout ce qui, de près ou de loin, est susceptible de se rattacher à Pékin est sévèrement traité. C'est ainsi que des magasins ou des entreprises connues comme de dépendance chinoise ont été saccagés et leurs enseignes brûlées. En dépit des anciennes déclarations de M. Nehru, l'histoire prend-elle un nouveau tournant en Asie? Manifestation violente à Pékin. Ces foules, auxquelles le portrait de Castro sert d'oriflamme, manifestent au sujet de l'affaire de Cuba. Ces mouvements populaires sont, paraît-il, spontanés, mais on peut quand même en douter devant la quantité de panneaux castristes de modèles identiques qui défilent devant l'ambassade de Cuba. L'accord Kennedy-Khrouchtchev qui a mis fin à la crise dangereuse que vivait le monde semble n'avoir pas atteint Pékin, dont l'opinion ainsi manifestée confirme le désaccord latent avec Moscou. Mais l'étalage d'un tel esprit n'est pas pour le monde entier d'un heureux augure. Les pluies torrentielles qui sont tombées 4 jours durant sur la Catalogne ont fait craindre le pire dans une région que les inondations avaient déjà éprouvée 1 mois plus tôt. À Barcelone, à Sabadell, à Taraba, on a dû multiplier les évacuations devant les proportions que prenait la crue des rivières. Routes coupées, cités privées de gaz et d'électricité, 4000 sans-abri, c'est de nouveau le triste lot de la Catalogne. À Liège, la foule qui s'était rassemblée devant le palais de justice dans l'attente du verdict était comme l'expression de l'intérêt passionné qu'a soulevé dans le monde le procès qu'il faut bien appeler le procès du Sauve-Ténon. Les 12 jurés n'ont pas voulu punir Suzanne et Jean Van de Putte ni Madame Coipel, la grand-mère de la petite Corinne, qui n'avait pas pu se résoudre à laisser vivre une enfant monstre. Ils n'ont même pas voulu juger leur acte. En répondant non à la première question, ils l'ont volontairement ignoré. C'est la fin d'une dure épreuve pour tous. Et libre, la sœur de Madame Van de Putte, la mère, le père, la grand-mère, se sont abandonnés à la satisfaction de la foule, comme Madame Casters en retrouvant son mari, comme le docteur Casters, praticien dont tous les témoignages sont venus confirmer les qualités morales. Le verdict de Liège, un verdict qui a préféré l'humanité.
Les footballeurs français ont manqué leur rendez-vous avec les spectateurs parisiens qui étaient venus au stade de Colombes pour les voir gagner devant les Hongrois. Ils ont été vite rafraîchis par la pluie d'abord et par le premier but hongrois. Cependant, les Français, maillot légèrement plus clair que leurs adversaires, n'ont pas baissé les bras. Regardez le numéro 10, vous le reverrez souvent dans l'équipe de France. Voilà, il marque son but comme un gars. Il se nomme Dinalo, il a 19 ans et il a du toupet comme une grande vedette qu'il sera peut-être bientôt. Grâce à lui, tout n'est pas perdu. Mais les Hongrois, eux aussi, savent jouer au football et mieux que Dinalo. Résultat, 2-1 pour les Hongrois. Qu'à cela ne tienne, leçon pour leçon, Dinalo ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Et d'ailleurs, il est aidé par toute l'équipe de France qui, de temps à autre, montre de bien belles facettes de son talent. Le revoilà, le petit Dinalo. Rien ne l'impressionne lorsqu'il s'agit d'aller marquer un but. C'est comme cela que l'on devient le chouchou des spectatrices. Vous vous rendez compte, 2 buts à lui tout seul. Il n'aurait cependant pas été logique que le match fût perdu par les Hongrois qui finalement ramènent la France à la réalité en gagnant par 3-2. Cet avion français, c'est un futur champion du monde. Lorsqu'il aura terminé ses essais, dans un an, il sera l'avion à réaction le plus rapide de sa catégorie. En attendant, pour le moment, c'est une espèce de gros frelon qui décolle verticalement et qui atterrit de la même façon. Il peut même faire du surplace dans le ciel, c'est déjà un record. Mais lorsqu'il sera définitivement au point après le décollage, il bondira comme une fusée à 2 fois la vitesse du son. Le nom de ce futur champion des airs, le Balzac. Les sportives et les jolies femmes n'ont pas du tout le même langage. Le mot forme n'a pas pour elles la même signification. Bob Hope, en ce qui le concerne, a l'air de préférer le vocabulaire des jolies filles. La championne des États-Unis a des performances à faire valoir. Mais elles ont toutes des arguments convaincants pour conquérir le titre de Miss Monde. Et si vous n'aimez pas celle-là, vous en choisirez une autre. La championne, c'est Miss Hollande. Elle a gagné d'une courte poitrine sur Miss Finlande et sur Miss France. Bien que n'étant pas championne de course à pied, elles sauront sûrement faire courir les hommes. C'est là que les sportives et les jolies femmes ont un point commun. En déposant à la mairie de Colombey-les-Deux-Églises son bulletin dans l'urne, le général de Gaulle a accompli son devoir civique comme 28 millions de Français appelés à élire une nouvelle assemblée. En déposant elle aussi son bulletin dans l'urne de la 3e circonscription de la Seine, mademoiselle Limonton, employée de banque, a usé du même pouvoir. Ainsi, du plus célèbre au moins connu des électeurs, chacun a fait son choix parmi les options politiques proposées à tous les Français. Le problème posé par la dissolution de l'ancienne Assemblée a puissamment remué l'esprit public. Quelle figure en effet les élections donneront-elles à la future Assemblée par rapport à l'ancienne? D'une première journée de scrutin, on ne peut tirer que des conclusions partielles. Au ministère de l'Intérieur, à la fin du scrutin, on décomptait 96 élus et un glissement de voix considérable se révélait. Le ministre, M. Roger Frey, pouvait constater à l'issue de ce premier tour la confirmation du succès des oui. La crise qu'avait provoqué l'installation de bases de fusées soviétiques à Cuba approche de son règlement. L'opération de réembarquement des pièces à conviction, autrement dit des missiles soviétiques, a été accomplie comme prévu. Les avions de surveillance américains ont contrôlé leur présence sur le pont des navires en route pour l'URSS et évalué leur nombre, 42, transportés par 8 bâtiments. Cependant, les marines qui ont la garde de la base américaine de Guantanamo à Cuba n'en continuent pas moins de perfectionner leur système défensif. Sur les crêtes des collines environnantes, ils doublent leur défense de tranchées, de barbelés et de parapets. Fidel Castro continue en effet de réclamer l'évacuation de la base et ses soldats ont établi leur position non loin des positions américaines. Les Américains sont sur leur garde
mais les risques de conflit sont de moins en moins probables. En Inde, pendant que la guerre continue à la frontière chinoise, les femmes tricotent pour les combattants. Et M. Nehru, qui célèbre son 73e anniversaire, a pu constater qu'il ne manquait pas de bonnes citoyennes pour faire également le sacrifice de leurs bijoux. Or et argent, ainsi réunis, contribueront à accroître le potentiel militaire d'un pays pour lequel jusqu'ici neutralisme et pacifisme avaient été la règle formelle. Celui qui donna de la Parisienne une image si particulière que cette silhouette a pris son nom, le peintre Jean-Gabriel Domergue, est mort. Il avait 73 ans. Il avait, dès ses débuts, triomphé dans les portraits féminins pour lesquels il a inventé un style élégant et désinvolte qui lui attira très rapidement de grands succès mondains. Il n'aura sans doute été que le peintre de cette Parisienne longue et effilée qui marqua notre époque, mais l'époque avait adopté cette vision de la Parisienne, et le nom de Jean-Gabriel Domergue restera inséparable de cette élégante silhouette. Ce n'est certes pas la première fois que Le Corbusier expose à Paris. On a donc revu le célèbre architecte et urbaniste à qui l'on doit une grande part de la renaissance de l'architecture moderne et dont les œuvres maîtresses jalonnent les grandes villes du monde entier, des Indes au Brésil. Cette exposition n'est cependant pas comme les autres, car Le Corbusier y montre deux aspects de son talent, la peinture et la sculpture, que son génie architectonique avait laissé dans l'ombre. Chez Drouan, les Goncourt, André Billy, Roland d'Orgelès, Gérard Boer, Philippe Herriat et leurs 6 complices ont accompli leur double tâche traditionnelle, ouvrir la saison des prix et consacrer un nouveau talent. Par la voix de Philippe Herriat, ils ont cette fois voué à la gloire et son corollaire le gros tirage, une romancière dont les bagages de sable sont le 2e roman, Anna Langfuss. Cette année encore, la Fondation de la Vocation, créée et animée avec un dévouement inlassable par M. Bleustein-Blanchet, a fait 26 heureux. À chacun de ces 26 lauréats, garçons et filles, échoua, avec leur diplôme, un joli chèque de 10 000 nouveaux francs qui leur permettra de suivre l'appel de leur vocation. Combien d'autres, faute d'un peu d'argent, n'ont pu suivre la voie qui les appelait. Et c'est ainsi qu'entre une future aviatrice et un futur violoniste, on a vu le jeune Pierre Thomas se réjouir de devenir un jour dompteur. Une bonne action, une belle action. Un immense chantier au-dessous du sol à l'entrée de Paris. Ici s'édifie l'un des plus vastes réservoirs d'eau du monde. La capitale française n'a cessé de s'accroître, et bien entendu, du même coup, se sont accrus ses besoins en eau potable. C'est aux nécessités de demain qu'on a songé en dotant Paris d'un nouveau réservoir d'une capacité de 200 000 mètres cubes. Sa construction est entièrement réalisée en béton précontraint. Ce procédé accroît la solidité du matériau et permet, à résistance égale, d'utiliser des éléments plus légers. Ce réservoir sera en réalité composé de 2 cuves distinctes édifiées côte à côte. On remarquera la forme alvéolaire des parois qui leur assure une plus grande résistance aux pressions. À noter ici que les piliers n'ont pas qu'une simple tâche de soutien. Ils contribueront aussi à briser la turbulence de l'eau à l'intérieur du réservoir. Quelques semaines encore, et toute cette construction aura disparu sous un tapis de gazon. Il ne restera plus ici, pour l'œil, qu'un jardin public. Les joueurs de Reims, maillot blanc, culotte noire, ont toujours eu un faible pour la Coupe d'Europe. Depuis sa création, ils ont joué 2 fois la finale. Cette année encore, ils espèrent participer à la finale, mais pas pour rien. Ils veulent gagner la Coupe d'Europe. S'ils jouent tous leurs matchs comme ils l'ont fait devant Austria, tous les espoirs leur sont permis. Voyez plutôt, même Copa s'amuse maintenant à marquer des buts. Les Rémois ont réalisé un match très brillant, très prometteur pour l'avenir, jeu pétillant, esprit d'équipe, bref, un véritable festival. Oui, mais voilà, le public a tout gâché, un public trop partial et trop fanatique. Les Rémois n'avaient pourtant pas besoin de cette alliance délirante des spectateurs pour gagner le match. Après un quart d'heure de jeu, déjà 2-0.
Et comme ce n'est pas suffisant, Coppa en tête, numéro 9, les Rémois continuent de jongler avec leurs adversaires et de marquer des buts. Voilà qui est fait, 3-0. Pourquoi donc le public a-t-il cru devoir en rajouter par ces explosions de cris et d'injures envers les joueurs de Stria, déjà fort marris de recevoir une leçon de football? Vraiment, ils ne méritaient pas cela. D'autant qu'ici Coppa leur donne le coup de grâce, 4-0, un coup de grâce que parachève Akesby, 5-0. Et Coppa, le héros d'un très grand match, est rassuré pour l'avenir de son club. Ce n'est pas encore demain que la France retrouvera un titre de champion d'Europe des poids moyens. Avec Hippolyte Annex, les derniers espoirs des spectateurs du Palais des Sports à Paris se sont évanouis après moins d'une demi-heure de combat. En montant sur le ring, Annex était persuadé qu'il deviendrait champion d'Europe en triomphant du Hongrois László Papp. Annex est le plus grand des deux boxeurs, celui qui porte des chaussures blanches. Après un premier round assez difficile, le boxeur français, très en progrès, a donné l'impression qu'il n'avait pas tort d'être ambitieux. Mais dès le quatrième round, Annex est handicapé, il est touché à l'arcade sourcilière, il ne voit plus que d'un œil. Et comme László Papp n'est pas aveugle, le Français n'a plus qu'à craindre le pire. Le pire se produit au 9e round. Et oui, ça fait mal un crochet du droit qui fait mouche. Annex est knock-out, il ne sera pas champion d'Europe. L'Assemblée nationale va de nouveau retrouver son animation. Le résultat des élections tel qu'il est apparu dans la nuit du dépouillement sur les tableaux du ministère de l'Intérieur a donné à l'hémicycle une physionomie toute différente de celle d'hier. Le ministre de l'Intérieur, M. Roger Frey, pouvait annoncer que l'UNR y disposerait, avec l'appoint des élus sous l'étiquette de la Ve République, de la majorité absolue, situation qui ne s'était pas produite depuis 1919. Les communistes et socialistes gagnent des sièges grâce au désistement. Par contre, les indépendants perdent les 2 tiers de leurs élus et le MRP le tiers. Une fois installée, cette nouvelle assemblée doit soutenir l'action nationale de redressement poursuivie par le général de Gaulle. Un homme de cœur, telle a été la première image du président Coty qu'ont eu les Français au soir de son élection à la magistrature suprême. Dans les affaires publiques, il fut un arbitre à la fois respecté et affable, averti et tolérant. Pendant 5 ans, on l'aura vu avec beaucoup de simplicité représenter la France, qu'il ait montré Paris au souverain de Grèce ou qu'il ait accueilli la reine d'Angleterre. Sa vie de chef d'État devait être traversée par un deuil cruel. La mort de Madame Coty le laissait seul face aux exigences de l'Élysée. En venant nombreuse devant l'église de la Madeleine, la foule parisienne avait partagé sa douleur. Puis, la France s'était retrouvée en 1958 en plein drame, et le président Coty avait pris la décision d'appeler celui qui pouvait le résoudre, et laissait alors, selon ses propres paroles, le premier des Français être le premier en France. Le président Coty s'était retiré au Havre, sa ville natale. Les Havrais, qui l'avaient alors accueilli avec chaleur, le pleurent aujourd'hui, comme tous les Français. Personnage familier, le payeur des allocations familiales traduit l'aide apportée à chaque foyer pour élever ses enfants. Derrière ce geste banal, pour la région parisienne comme partout en France, il y a l'immeuble de la Caisse. À l'intérieur, le spectacle d'une administration des temps modernes. Ces machines permettent la ponctualité des paiements et des économies de frais de gestion. On se trouve en présence dans tous les départements d'une organisation qui trouve sa justification dans l'immense effort de solidarité entrepris depuis 15 ans. On ne s'étonnera pas qu'une telle administration vive à l'heure de l'électronique. À partir d'un fichier, c'est la machine qui débite les feuilles de paiement concernant 8 millions d'enfants. Les sommes versées par les allocations familiales représentent des investissements dont aucune autre entreprise n'atteint le chiffre. 750 milliards d'anciens francs par an sont en effet investis dans la jeunesse.
La sidérurgie n'investit que 235 milliards, l'électricité de France, 286. C'est dire l'importance des élections de décembre. Les chefs de famille vont désigner les membres des conseils d'administration chargés de la gestion des fonds ainsi que de l'action sociale. En diminution depuis 1936, la population française a fait, à partir de 1946, des bonds prodigieux. Près de 43 millions en 1954, les Français viennent d'atteindre le chiffre de 47 millions. Et, fait qu'on n'eût pas imaginé il y a 20 ans, la France est devenue aujourd'hui le pays le plus jeune d'Europe. Les moins de 20 ans représentent aujourd'hui près du tiers de la population totale. Grâce à quoi, dans 20 ans, la population active atteindra le chiffre record de 30 millions. Il ne fait pas de doute que les investissements réalisés jusqu'ici par les allocations familiales ont permis aux familles d'élever une jeunesse saine et active, les producteurs de demain. C'est dire que de tels investissements sont rentables. Toute la jeunesse qui grandit, qui remplit les écoles d'aujourd'hui, c'est le gage pour demain de la promotion d'un pays. Pour les chemins de fer français, 1962 sera la grande année de l'électrification. Après Paris-Dunkerque et Paris-Marseille, la traction électrique a mis Strasbourg à 4h30 seulement de Paris. Et la plus grande région industrielle du pays dispose aujourd'hui d'un réseau électrifié très important. Pour faire face au trafic dû à l'expansion industrielle du bassin lorrain, il a fallu aménager un nouveau centre de triage. Ainsi est né le chantier de Voipy. Créé de toutes pièces, la gare de triage de Voipy aura l'importance de Villeneuve-Saint-Georges, c'est-à-dire ce qui s'est fait de mieux en France et de plus grand en Europe. 5000 wagons pourront y être triés chaque jour. Voipy sera doté des derniers perfectionnements de la technique, notamment en ce qui concerne l'aiguillage automatique. Demain, on entreprendra la liaison Reims-Marseille. Les lignes électrifiées du nord et de l'est apparaissent ainsi comme les artères ou pas, si l'on peut dire, le pouls de l'Europe de demain. Existe-t-il un péril singe? Pour le village de Minegami au Japon, peut-être. C'est une histoire véridique. Il y a quelque temps de cela, les villageois ont tout fait pour attirer dans leur parc les charmants primates de la forêt voisine. Ils y sont parvenus, ce qui leur a valu depuis les visites très régulières des touristes. Seulement, les singes se sont très vite conduits comme en pays conquis. On ne compte plus leurs facéties, leurs larcins, leurs pillages. Ils sont partout, et la vie est devenue impossible. Et pourtant, Minegami ne se résout pas à choisir. Conserver cette attraction pour attirer les touristes ou chasser les pillards. Et s'il advient qu'un pauvre petit singe se prenne dans les fils électriques et s'électrocute, voilà le secouriste de service qui se précipite et tout est mis en œuvre pour ranimer la victime. Que le singe meure et on lui fait un service funèbre pour que les esprits de sa tribu usent de leur influence pour faire rester toute la troupe au village. Pour le moment, à Minegami, les singes demeurent, et le dilemme aussi. Que peut-on faire à cette époque sur une plage normande et surtout que justifie un tel air de concentration, d'application? Notre reporter n'a pu y tenir, il a posé la question. Je fais comme tous mes camarades, nous ramassons des cailloux, bien ronds, bien pleins, quoi. Dans des paniers, comme ils font tous, voyez vous-même, là. Des blancs, des ronds, donc bien pleins, quoi. Bien plein, oui. Oui. Et qu'est-ce que ces gars-là, une fois qu'ils sont dans ces corbeilles, qu'est-ce que vous faites? Alors, ils viennent pas tout seuls, quand même, là, après. Ah, bah, tout le monde ramasse en vrac, voyez-vous. Oui. Et puis, ils sont pour être détaillés au chantier. Oui. Quand les corbeilles sont pleines, ils montent, ils chargent sur ces espèces de couffins que vous voyez, là, de chaque côté des chevaux. Le mystère demeurait entier. Restait à suivre les chevaux aux couffins chargés de galets. Au bout du chemin, le mystère était encore plus épais. Notre reporter se trouvait à présent devant une véritable petite usine. Parc de stockage, trieur électrique et même calibrage méticuleux des cailloux, les plus précieux sans doute. Mais après. Ah
Bah, vous savez, c'est mis en sac. Les petits sont mis en sac et les gros sont expédiés par wagon. Vous voyez, parce qu'il y a encore autre chose, c'est qu'il faut faire attention de ne pas les casser. Vous les chargez tous en vrac ou tous en sac? Vous savez, ça n'a pas d'importance parce que c'est sous le contrôle douanier. Qui eût pensé que les cailloux pourraient peser dans la balance commerciale de la France? La côte méditerranéenne, qui est riche en galets, n'est-elle pas un risque de concurrence pour vous? Non, parce qu'ici, nous avons du beau et du bon galet. Et que font vos clients de ces galets? Ah ben moi, je n'en sais absolument rien. Ah ben... Moi, je vends, puisqu'il y a acheteur. Voilà, des galets, ça se ramasse avec respect, ça se vend, mais on ne saura jamais à quoi ça sert.